C'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré au dispositif DGA AID rapide. Je vais commencer par remercier Nathalie qui nous a suggéré l'idée en bureau. Donc ça, c'est super. Merci pour ça, Nathalie. Merci Florian d'accompagner Nathalie et de partager votre expérience. Et merci à Patrice du cabinet Heming qui va nous présenter le dispositif et lui aussi nous partager des bonnes pratiques dans la réponse à ce guichet d'innovation porté par la DGA. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de rappeler, on va dire, les grands principes de fonctionnement de ce dispositif, de vous partager des bonnes pratiques vues d'un cabinet d'accompagnement et de partager des retours d'expérience vus d'une entreprise, donc Avenir Engineering, qui a le plaisir d'avoir plusieurs succès et donc là aussi des bonnes pratiques à partager sur le déroulé de ce type de programme. Donc, sans tarder, Patrice, je te passe la parole et te laisse partager ton document de présentation. Oui. Est-ce que vous voyez tous le document? C'est bon? En train d'arriver, je rajouterai, on déroule les présentations, on prendra en fin de session à peu près pour 2 fois 15 minutes de présentation et on aura en fin de session la possibilité de prendre des questions-réponses. Vous avez un petit bouton en bas avec une main qui vous permettra de lever la main et de vous signaler de manière à ce qu'on puisse passer la parole à chacun. Voilà. Patrice. Ça marche, merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc je commence le webinaire en présentant le dispositif et les bonnes pratiques avant, vous l'avez compris, de passer la main à Avenir Engineering sur la partie réalité et présentation d'un projet. Je me présente en quelques mots déjà. Donc, comme l'a dit Frédéric, je fais partie du cabinet Heming qui est spécialisé dans tout ce qui est financement de l'innovation, c'est-à-dire qu'on intervient vraiment sur l'ensemble des dispositifs en lien avec le financement de l'innovation, que ce soit les aspects fiscaux ou l'obtention d'aides et de subventions. On intervient également sur tout ce qui est aide à la structuration des activités d'innovation, donc vraiment sur toute la chaîne de valeur du financement de l'innovation. Et moi-même, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'accompagne les sociétés des secteurs défense, aéronautique et spatiale sur ces sujets-là, d'où ma présence aujourd'hui pour parler du dispositif rapide. Bien évidemment, il n'y a rien de nouveau, mais vous l'avez compris, hein, défense, aéronautique, spatiale sont 3 marchés finalement liés. On retrouve des acteurs qui interviennent sur ces 3 domaines applicatifs et effectivement, il y a une communalité forte entre ces différents domaines applicatifs. Le dispositif rapide. Donc c'est un dispositif qui est là vraiment pour accompagner les projets de R&D. Vous verrez un peu plus tard dans les slides. On est vraiment là dans ce dispositif pour encourager et récompenser l'effort de R&D, donc vraiment sur les développements technologiques, les démonstrateurs techniques qui présentent à la fois un potentiel d'application civile et un intérêt pour la défense. Et de suite, je vais employer le terme d'innovation duale, puisque c'est vraiment le fil conducteur de ce dispositif-là. C'est vraiment un point d'entrée important pour adresser ce dispositif. C'est un dispositif qui n'est pas nouveau. Effectivement, on en entend parler depuis des années, ce qui marque sans doute un certain succès pour les sociétés. Ça fait près de 20 ans qu'il est en place. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont apparus, qui ont disparu dans l'écosystème du financement de l'innovation. Là, on est sur un dispositif qui est relativement robuste, stable depuis des années, alors qui évolue dans le mode de fonctionnement, mais qui est stable, en tout cas en termes d'intérêt, de pérennité vis-à-vis des sociétés et aussi pour les donneurs d'ordre que sont la DGA et l'Agence d'innovation de la défense qui animent ce dispositif. Les profils adressés par ce dispositif, on va être vraiment un dispositif qui est centré pour les PME et les ETI. Les laboratoires publics sont également. L'important, c'est vraiment d'avoir un établissement, une succursale en France. Et que, je dirais, les porteurs réalisent la très grande majorité des travaux de R&D
en France. Donc là, on retrouve 2 aspects importants. L'aspect, stratégique finalement, de conserver l'industrie en France et bien sûr, l'aspect, primordial, pour, l'intérêt national, du fait des développements qui sont réalisés. Ce sont des projets qui peuvent être menés seuls ou en collaboration, avec 3 entités maximales qui peuvent participer au projet. Alors, il est autorisé pour un même groupe que 2 entités puissent intégrer un consortium, bien évidemment, ceci doit être argumenté, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez prétendre à ce dispositif seul ou avec un ou 2 partenaires. La notion d'innovation duale, comme je viens de le dire, c'est vraiment le point d'entrée, important. Il faut que votre projet réponde à un besoin de compétitivité de l'entreprise sur un marché donné. Et quand on parle de marché donné, c'est avec une application civile, on parlera de marché civil, et un intérêt pour le défense. Et comme vous le voyez sur le schéma, on est vraiment là au croisement, on va dire, des aspects de souveraineté et de compétitivité, comme j'ai indiqué juste avant, hein, vraiment le côté localisé en France, développé en France, pour répondre à ces 2 aspects. Je cite 2 exemples de projets, mais je pense que le plus intéressant, ça va être, qu'Avenir nous parle de son projet. Heu, Vous avez 2 exemples qui sont donnés, assez parlants finalement, où vous avez une société qui propose une nouvelle antenne de communication avec là 2 types d'applications, hein. Une application civile pour permettre d'améliorer les aspects de connectivité dans nos j'allais dire dans nos communications et dans nos liens, au quotidien. Et puis bien évidemment, il y a le côté militaire où, il y a un intérêt pour la défense d'améliorer les capacités de communication. Donc par exemple, une nouvelle antenne de communication répond parfaitement à cette notion de dualité, applicative. Pareil, deuxième exemple de projet, une société bien connue de l'air qui développe des mini drones, avec des voilures fixes. Il y a un côté civil, la surveillance d'infrastructures. Ils ont notamment, sur ce projet, un intérêt marqué de la SNCF sur la surveillance de voies. Et vous avez un côté militaire, avec ce même type de drone, qui peut, réaliser des missions de renseignement, de surveillance destinées à la défense. Donc on retombe finalement vraiment cette notion de dualité d'application et encore une fois, c'est vraiment un point d'entrée important, pour, répondre à ce dispositif. Alors souvent, quand on a cette notion d'application marché, heu, pour le civil, j'entends, c'est quelque chose d'assez intuitif, pour une société qui n'adresse pas forcément le secteur de la défense. Le côté défense, répondre à un besoin militaire, en fait, il faut que votre, projet s'inscrive dans un cadre stratégique, qui répond aux besoins de la défense et pour ça, votre projet sera souvent analysé, selon alors je vais employer une terminologie, le sigle DROID qui correspond au document de référence de l'orientation de l'innovation de la défense, qui définit les orientations stratégiques dans le domaine de la défense. Document qui est disponible, consultable. On va retrouver, vous imaginez bien, des domaines, dont on entend souvent parler, de cybersécurité, de qualité de communication, de dronification de véhicules, de lutte anti-drone, enfin voilà, autant de domaines qui sont à l'heure actuelle stratégiques pour le domaine de la défense et sur lesquels peuvent s'inscrire des projets que vous avez envie de soumettre dans le cadre du dispositif rapide. On vient de parler du côté dualité, donc côté applicatif, que doit adresser bien évidemment le projet qui sera soumis au dispositif. J'ai commencé mon introduction en disant, on parle d'un projet de R&D, donc vraiment de recherche et développement. Donc votre projet, doit être là pour résoudre un verrou, répondre à une problématique et vous devez démontrer que vous allez, initier une technologie qui va permettre de répondre à ces verrous et bien évidemment que la solution n'est pas disponible dans l'état de l'art accessible. Le dispositif rapide est là pour couvrir un champ de TRL, donc je vais employer cette échelle, hein, Technology Readiness Level, qui va de 3 à 7. En résumé,
Ça couvre de l'échelle 3 à 5 qui reprend finalement là, on va qualifier ça de recherche industrielle, c'est-à-dire vous êtes à l'échelle dans un environnement de laboratoire, vous cherchez à lever des verrous technologiques. Et les échelles 6 à 7, vous êtes vraiment dans du développement expérimental de solutions. Là, vous êtes sur la levée de verrous techniques et vraiment, là, vous êtes dans un environnement opérationnel. J'y reviendrai juste après. Vous verrez les financements potentiels qui peuvent être adressés sur le dispositif rapide, mais ils sont en lien direct avec cette notion d'échelle TRL. Je pense que la plupart autour de la caméra, vous êtes familier avec cette échelle, mais il faut vraiment l'assimiler dans la présentation de votre projet, dans la présentation des phases de votre projet, dans la présentation des work packages de votre projet, mettre en relief cette échelle TRL en lien avec le développement projet. Le dispositif rapide, donc bien évidemment, c'est un dispositif qui est là pour financer l'effort de R&D, votre projet de R&D, avec des règles de financement qui vont dépendre à la fois de la taille de votre société, à la fois du côté collaboratif ou non de votre projet et de la nature de votre projet. C'est-à-dire, bien évidemment, si votre projet est sur des échelles TRL plus basses, donc où on est vraiment dans une R&D qui se rapproche du côté plutôt fondamental, vous allez avoir un taux d'aide qui est plus élevé. Et plus vous vous rapprochez du développement produit, hein, encore une fois, échelle TRL 7, on n'est pas encore au développement produit, mais plus vous en rapprochez, vous allez avoir un effet de financement moins intéressant, on va dire, mais qui reste quand même relativement élevé. Vous avez dans le tableau 6 juin le détail. C'est un financement qui peut aller jusqu'à 80%. Voilà. C'est le maximum que vous pouvez atteindre dans une configuration de données, c'est-à-dire petites entreprises sur des échelles TRL de 3 à 5. Vous notez, il y a un surplus qui est donné sur le côté collaboratif. Si vous êtes à 2 ou à 3, vous avez un financement plus intéressant que si vous partez seul dans le cadre du projet. Petit astérix également sur la partie laboratoire et établissement de recherche qui, eux, ont un système de financement particulier lié finalement à la structure et au financement déjà étatique sur certaines parties de leurs dépenses. Les dépenses éligibles, alors j'ai donné les principales. On retrouve des frais de personnel, de la sous-traitance, de l'investissement matériel, de l'investissement pour de nouveaux bâtiments, de nouvelles installations. Vous avez d'autres dépenses, hein. Il y a des frais annexes de fonctionnement. Il y a si vous, par exemple, vous achetez un brevet et que vous amortissez ce brevet, ça peut rentrer. Enfin voilà, il y a toute une série de dépenses, mais j'allais dire les principales dépenses qu'on retrouve traditionnellement dans les projets R&D rentre dans l'assiette de dépenses. Durée maximale du projet, 4 ans. Voilà, il y a une durée qui est fixée, bien évidemment, ce qui est relativement confortable. 4 ans, je vais dire, en termes de durée de développement. Bien évidemment, si votre développement dure 1 an, 2 ans, il peut parfaitement rentrer dans le périmètre. Et vous avez, alors ça, c'est donné directement par l'AID, par la DGA. La moyenne de subventions accordées, c'est environ 700 000 €. J'y reviendrai à la fin. Il y a quelques statistiques qui sont disponibles. À l'avancement des travaux, c'est-à-dire vous avez une part du financement au lancement du projet, une part à la fin et bien évidemment ensuite des jalons intermédiaires au regard de l'avancement des travaux. On parle là vraiment de subventions, pas d'avance remboursable. Comment s'attribue ce type de financement? Là, je vais passer un peu de temps parce que c'est un point vraiment important. Vous avez déjà, et ça, je l'ai indiqué en bonne pratique, mais c'est pas vraiment une bonne pratique. C'est maintenant devenu une obligation au fur et à mesure finalement de la maturité du dispositif. Vous avez un point d'entrée, qui est, alors retenez bien ce terme, hein, c'est un un terme à retenir, c'est un guichet unique. Alors il faut savoir que quand on parle de guichet unique, on n'est pas uniquement dédié au dispositif rapide, hein. C'est le point d'entrée, de la DGA et de l'AID, les 2 conjoints, pour adresser et pour présenter des projets. Il y a d'autres dispositifs dont je ne vais pas parler, aujourd'hui, mais c'est vraiment ce guichet unique qui fait office j'allais dire de pré-filtre finalement, entre tout ce qui est soumis. Ça a pris de plus en plus d'importance et maintenant c'est vraiment, quelque chose à préparer. C'est-à-dire que le guichet unique est là pour
réduire finalement les projets qui vont être déposés, qui n'auront pas de succès. Il y avait historiquement un taux de succès d'environ 1/3. C'est plus du tout la philosophie de la DGA maintenant. Ils veulent que un pré-filtre soit fait en amont. Ça veut dire un échange avec un expert des entités, une mise en relief des points forts de votre projet, que ça soit en termes d'innovation duale, en termes de structuration, en termes de lettres d'intérêt, en termes de débouchés. Donc il y a vraiment ce point d'entrée, guichet unique, qui est vraiment important pour présenter son projet. C'est vraiment une première impression que vous faites sur votre projet. Vous donnez les points clés avec votre interlocuteur. Donc c'est vraiment, ce premier point est un point capital à préparer fortement avant de se lancer là-dessus. Idéalement, un projet doit aussi avoir le support soit d'un pôle de compétitivité, soit d'un cluster labellisé DGA. Ça, vous avez différents clusters labellisés par la DGA qui permettent d'afficher que vous avez un organisme, une entité, une organisation finalement, qui indique l'intérêt de votre projet. Et bien évidemment, on va parler d'applications, vous l'avez compris, hein, d'innovation duale, donc avec des applications potentielles. Si vous avez des lettres d'intérêt, de soutien de potentiels clients, hein, que ça soit sur le domaine de la défense ou sur le domaine civil, ça donne d'autant plus de crédibilité à votre projet et encore une fois, dès le début. Dès que vous avez un premier contact, un premier échange avec un expert technique de l'AID, de la DGA, via ce guichet unique, c'est vraiment là qu'il faut, j'allais dire, afficher ces aspects. Ensuite, il y a une phase de dépôt, donc qui est relativement bien structurée, hein, honnêtement, par rapport à d'autres organismes financeurs. C'est quelque chose de relativement bien cadré en termes de formalisme, en termes de documents. Et après, il y a une analyse et un comité de sélection. Alors là, il y a un délai indicatif, je ne m'avancerai pas sur le délai, c'est vraiment le délai officiel qui est indiqué par les organismes, qui est un délai de 4 à 8 semaines. Bon, j'imagine que ça dépend aussi en fonction de comités de sélection, d'embouteillage éventuel de projets qui ont été soumis. Mais moi, j'ai un recul de retour d'expérience ou de retour on va dire, de témoignage que on est plutôt sur un organisme qui ne s'éternise pas sur des délais administratifs et qui traite les dossiers. Contenu de dossier de candidature, on va retomber sur des grandes thématiques assez similaires à d'autres systèmes ou d'autres organismes financeurs, avec un descriptif projet. Donc là, vous l'avez compris, il y a tout l'aspect technique qui doit mettre en relief la rupture technologique, l'apport par rapport à l'état de l'art, les verrous que vous allez rencontrer, une définition précise de votre stratégie de R&D. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment ça va être organisé? Quelles vont être les grandes phases, le calendrier work package? Donc, quelque chose de robuste, de sérieux. Et bien évidemment, tous les aspects retombées techniques, commerciales, sociétales, plus-value marché, enfin tous ces aspects-là, vous l'avez compris, qui sont là pour expliquer le côté retombées positives du projet. Donc ça, c'est vraiment un point fort à mettre en place. Une partie annexe financière qui est relativement cadrée, avec un tableau Excel précis à rentrer sur votre budget. Là également, si vous avez des devis, des plans de financement, des éléments qui illustrent la solidité de votre budget, c'est d'autant mieux. Et après, on est plus sur des côtés administratifs, bien évidemment, la présentation de la société, qui marque la robustesse de votre société, actionnariat, investisseurs, liasses, moyens, ressources, enfin, tout ce qui marque finalement que vous avez les reins solides finalement pour mener ce projet. Et bien évidemment, si vous êtes à 2, 3, un accord de consortium. Là également, il y a des modèles qui sont accessibles, hein, si vous n'avez pas l'habitude de formaliser ça, pour avoir une projection sur le partage des tâches, mais également sur la propriété intellectuelle et qui marque aussi la complémentarité entre les membres du consortium. Donc vous l'avez compris, c'est un dossier qui met en adéquation finalement à la fois
les aspects technologiques, les débouchés, l'aspect stratégique du projet et bien évidemment l'organisation de votre projet, hein, que ça soit un marqueur de la robustesse organisationnelle du projet. Après, il y a quelques bonnes pratiques que j'ai mis en avant là. Bien évidemment, le premier point, alors qui est souvent maîtrisé par les sociétés, mais heu, qu'il faut que ça retranscrise finalement dans le dossier, c'est vraiment une roadmap technologique robuste. Il faut rester sur des objectifs techniques réalistes, précis, avec un calendrier technique clair associé. Et il faut qu'il y ait une concordance technique entre les partenaires. L'idée, c'est pas de présenter 3 partenaires parce que vous connaissez, c'est d'expliquer finalement vraiment l'apport technique de chacun dans le cadre du consortium, comment ça s'imbrique et comment chacun travaille avec l'autre dans le cadre du consortium. Donc vraiment insister sur la robustesse, à la fois technique du projet et l'organisation qui va avec, du point de vue technique. La technologie suffit pas, je pense que vous l'avez compris, dans les différents messages que j'essaye de retranscrire. On est là vraiment sur une stratégie de marché aussi à mettre en avant, hein, et quand je parle de marché, c'est marché au pluriel, hein, c'est à la fois ce côté civil et le côté défense. Il faut que vous marquiez finalement une politique de protection, ou par exemple via des brevets, mais pas que. Ça peut être une protection, des technologies au sens large, donc que vous ayez en tête, cet aspect-là, hein. On est dans des domaines, souvent sensibles, donc il faut devancer, ces questions-là et ensuite on parle de débouchés. Donc plus vous aurez d'indicateurs sur les débouchés potentiels, une projection de chiffre d'affaires, d'applications données, mieux ça sera, pour, donner, j'allais dire, envie aux financeurs de vous accompagner sur le projet et ça rejoint les 2 points importants également. L'incitativité, quand on parle de cette terminologie, c'est vraiment de montrer que le financement de l'AID, il est déclencheur de quelque chose pour vous. C'est pas juste, alors je vais, noircir le trait, c'est pas juste vous essayez de rationaliser le coût du projet. Il faut démontrer que le financement de l'AID va être là pour déclencher quelque chose, au niveau de votre portefeuille projet, et que peut-être sans ce financement, j'allais dire, le projet ne pourrait pas être lancé. Donc vraiment ce côté incitatif. Et alors le dernier point qui est beaucoup de projection, j'entends, mais qui est important, c'est de démontrer que quand l'organisme financeur va donner 1 €, qu'est-ce que ça va avoir comme effet levier? Combien d'euros on peut projeter de richesse globale générée pour la BITD, nouvelle terminologie base industrielle et technologie de défense que j'imagine vous connaissez pour la plupart, et d'exprimer, de se projeter, encore une fois, sur l'effet levier que va permettre ce financement. Quelques données accessibles sur le programme rapide. Alors, c'est pas évident de trouver des données fiables et il n'y a pas forcément une grande transparence ou une grande communication. Il y en a certaines années, mais je dirais il y a 2 éléments à retenir. 1, factuel sur une période passée. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une période de 10 ans, c'est plus de 500, pas loin de 600 projets qui ont été sélectionnés, avec environ un tiers des projets qui ont été sélectionnés par rapport à ce qui ont été soumis. On retrouve plus de 400 millions de subventions, donc on retombe sur ces environ 700 kilo € par projet, avec, mais ça c'est logique, c'est la philosophie même du dispositif, en très grande majorité des PME qui ont été bénéficiaires du dispositif rapide. Donc ça, c'est sur une période large. Vous l'avez compris, depuis quelques années, et j'insistais sur ce point-là, sur le côté guichet unique, il y a une volonté d'avoir un préfiltre. C'est-à-dire que quand vous engagez sur un processus de dépôt, ça veut dire que vous avez passé ce préfiltre, il y a eu un échange amont et j'allais dire, le taux de succès, il est beaucoup plus élevé que le 1/3 qui a marqué les années 2009 à 2019. En résumé, la DGA et l'AID ont fait ce choix de préfiltre qui est à mon avis plutôt sain. C'est pour eux de ne pas perdre du temps finalement sur des projets qui iraient loin dans le processus et finalement qui ne seraient pas retenus. Mais c'est également pour les sociétés de ne pas perdre du temps à monter des projets avec des taux de succès faibles. Donc c'est vraiment ce côté-là.
Et ce qui est relevé par la DGA, c'est une très forte augmentation entre 24 et 25 du nombre de sollicitations du guichet unique. Donc là, on n'est pas sur uniquement le dispositif rapide, on est sur l'ensemble des dispositifs. Le dispositif rapide est dans la même dynamique. Il y a une grande sollicitation, mais ce qui est logique du fait de l'importance du secteur de la défense en termes applicatifs. Termine ma présentation avant de passer la main, juste en rappelant 3 points importants vraiment. L'excellence technologique, vous l'avez compris, il y a différents moyens de montrer cette excellence technologique et c'est vraiment un point clé. Le côté dual et stratégique, donc à la fois sur des applications civiles commercialisables avec des points d'intérêt marqués et l'adéquation avec le côté stratégique de la défense, et encore une fois en lien avec le document Droid dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et enfin, j'allais dire qui fait le lien, c'est vraiment la solidité globale du dossier, cohérence du calendrier, cohérence budgétaire, cohérence des work packages, retombées économiques. C'est vraiment l'association des 3 piliers qui feront que votre projet sera sélectionné dans le cadre du dispositif rapide. Voilà, je vous remercie à tous. Merci Patrice pour cette présentation très claire et pédagogique. Je reviens juste sur un point avant de passer la parole à Florian et Nathalie. Tu as parlé de cluster DGA. On devrait avoir, courant de semaine prochaine, le plaisir de vous annoncer la signature d'une convention entre le cluster et la DGA, ce qui finalement va nous donner ce statut et permettra de délivrer des courriers de soutien ou de labellisation favorables pour ce dispositif. On a rendez-vous mardi sur le salon Eurosatory avec l'ingénieur général Lecointe pour signer cette convention. Voilà. Encore petite information en avant-première. Florian, Nathalie, je vous cède la parole. Oui, merci. Alors, et bien, normalement, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Bon, déjà, on va commencer par se présenter. Donc, Nathalie Voisin, je suis directrice opérationnelle d'Avenir Engineering. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans la société. Donc, j'ai suivi pas mal de montages et de suivi de projets collaboratifs de R&D, dont les projets rapides. Florian Duplat, donc je suis ingénieur d'études R&D chez Avenir Engineering depuis 4 ans. J'ai plutôt un background scientifique, technique, avec une thèse en sciences des matériaux. Et du coup, je me suis réorienté en utilisant ces compétences technologiques et techniques vers la gestion de projet et la mise en place d'études R&D, notamment dans les domaines de la défense. Voilà, donc on va vous partager notre expérience, en tout cas, du montage et de suivi de projets rapides. En tout cas, dispositif qu'on a toujours trouvé très intéressant, pertinent et assez rapide. Enfin, en tout cas, il porte bien son nom, ce dispositif, parce que dans la prise en charge et dans le suivi, c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez efficace. Donc déjà, on va commencer par une petite présentation de notre société que je vais faire, et puis ensuite, je laisserai Florian, du coup, présenter son retour d'expérience sur les sujets qu'il a pu suivre. Donc, notre société, on est une PME qui a été créée en 2009. On est à peu près 45 salariés sur le territoire français. Et donc, nous, on a une offre métier vraiment spécialiste dédiée au domaine aéronautique spatiale défense. Et donc, voilà, on est certifié ISO 9001, on est engagé dans le domaine du RSE, et puis on est également label Great Place to Work. Voilà, je te laisse passer le planche. Donc, on a 15 ans d'expérience en ingénierie, en conception, simulation numérique, gestion d'essais et projets. Donc, en fait, une grosse partie de notre activité va consister à mettre à disposition des compétences particulières dans nos cœurs de métier directement sur site client. Donc, on va recruter des ingénieurs, des techniciens spécialisés qui vont être en assistance technique sur site client. Donc, on adresse les métiers de la mécanique, autant mécanique des fluides que mécanique des structures, tout ce qui est lié à l'électromagnétisme, la compatibilité électromagnétique, les matériaux, et puis la gestion de projet de manière globale, gestion de qualification et d'essai.
et assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on a aussi une partie de notre activité donc qui fait l'objet aussi de notre présentation ici. Donc, on a un bureau d'études interne qui est situé à Villeurbanne et donc qui va travailler sur des projets collaboratifs de recherche et développement. Donc, on travaille en interaction avec des startups, des PME, des ETI, des grands groupes, de la BITD pour développer des technologies, les rendre matures et pouvoir trouver des applications, que ce soit dans le domaine civil ou militaire. Et donc, c'est dans ce cadre que, du coup, nous avons monté un certain nombre de projets collaboratifs de R&T, donc notamment avec Safran, Dassault, Airbus Hélicoptère. Donc, on a de l'expérience en montage de projets CORAC, rapides, aussi des ANR, parce qu'on est beaucoup en lien avec les instituts de recherche et des projets européens. Voilà, donc là, ça répète du coup ce que j'ai dit avant. Donc, on a plus de 250 consultants en 15 ans qui sont passés dans les services essais, BE, R&T de nos clients. Et puis, on réalise des programmes complets de qualification d'équipement pour les grands groupes aéronautiques et défense. Je laisse la place à Florian. Donc du coup, dans tous ces projets de R&D, on a obtenu depuis 2016 3 projets rapides différents. Ces projets rapides s'orientent même autour d'une technologie et sont des projets collaboratifs avec un partenaire privilégié qui s'appelle ASB Aerospatiale Batteries. Donc l'architecture de ces 3 projets est assez semblable. ASB est le détenteur de la technologie. Je vous explique un peu plus en détail, mais c'est le détenteur de la technologie. Et nous, on va travailler sur l'intégration de la technologie au sein des systèmes de mobilité. Donc, le premier projet rapide, c'était avec Dassault Aviation, toujours un spécificateur, puisque le but de ces projets, c'est d'implémenter une technologie dans un système aéronautique. Donc, avion de chasse, hélicoptère par la suite. Donc, nous avons besoin de spécificateurs qui étaient intéressés par la technologie et qui nous permettaient également d'avoir des informations sur l'environnement dans lequel la technologie s'insérait et sur les interfaces. Donc, le but des technologies développées, c'est de créer une source d'énergie de secours qui permet de relancer une turbine avion, enfin, un moteur avion, une turbine hélicoptère en vol en cas d'avarie. Donc, ça pose beaucoup de problématiques techniques de point de vue mécanique, thermique, vibratoire, électromagnétique, donc qui sont nos cœurs de compétences techniques. Pour ces 3 projets, nous avons été coordinateurs. Donc, voilà, comme je disais, toujours en collaboration, ce qui permet de compléter les compétences techniques d'ASB dans le développement de leur technologie grâce à nos compétences d'ingénierie et ponctuellement, sur les projets Sensas et Sphère, nous avions l'assistance de l'ENSTA Bretagne et de CILMAC pour des points technologiques spécifiques qui permettaient, comme il a été dit précédemment, d'avoir une offre technologique qui permettait d'associer plusieurs briques et d'avoir quelque chose de relativement cohérent. Donc là, le dernier projet en date, nous l'avons obtenu l'année dernière, c'est le projet Rapide Sûreté, qui court sur 30 mois, donc qui termine 2028. Et juste, je fais un petit aparté, ça rejoint aussi ce que disait Patrice avant, Daming. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des lettres d'intérêt de vos clients pour vraiment appuyer le projet auprès de la DGA. Donc je vais reprendre alors, beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Aiming juste avant, hein, mais au niveau de l'avant-projet, en effet, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit. Il faut initier, avant d'arriver au guichet unique, initier un maximum d'échanges avec les entreprises et diverses entités qui peuvent être intéressées. Évidemment, si vous avez des contacts internes à la DGA, à l'AID, c'est toujours un plus qui permet de soutenir aussi votre dépôt en interne. En effet, bien préparer le guichet unique à l'avance, parce que c'est un entretien téléphonique, on ne sait jamais trop de quoi il va être fait. Il y a toujours de la technique qui est abordée avec des experts techniques, mais après, on a des personnes qui vont être là pour parler plus sur l'aspect financier, avec les effets de levier, savoir si on a déjà fait des études de marché. Voilà, en fonction des personnes qui vont être disponibles, on pourra avoir des interactions assez différentes, donc il faut quand même être préparé à tout. Et avoir en tête que le guichet unique n'a pas uniquement pour but de vous dire oui ou non, vous pouvez vous orienter vers le rapide. Il y a 2 possibilités. Soit ils disent le sujet est intéressant et au vu de son architecture, on vous oriente vers le rapide ou vers d'autres financements en défense qui existent.
Soit ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé, on nous réponde non, ce sujet-là, on le connaît, on le maîtrise, on n'a pas besoin d'évolution. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant par rapport à d'autres guichets, parce qu'on sait très bien le temps que ça peut prendre, soit de monter ou de se faire accompagner par un cabinet comme Amy. Au moins, vous savez dès le début, au niveau de cet entretien, si votre techno va intéresser ou pas. Donc, ça fait un premier filtre, et vous savez que si vous passez cette étape-là, il y a quand même de grandes chances que, si votre sujet est bien structuré ou vous faites accompagner dans le montage, que du coup, ça puisse aboutir derrière à un financement. C'est ça. Donc après cette discussion, qui peut être fait très vite, hein, une fois que vous remplissez le link, alors c'est un document, une sorte de pré-document de projet. C'est l'équivalent de 2-3 pages Word, on va dire. Après ça, en effet, comme je disais précédemment, 1 à 2 mois d'attente avant d'avoir un retour, à peu près. Ensuite, donc, si vous avez la validation pour le rapide, il faut remplir les documents, donc comme Aiming l'a décrit précédemment. Comme on a dit également, idéalement se faire labelliser par un pôle de compétitivité ou potentiellement l'Aerospace Cluster bientôt. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais en effet, ça ajoute du poids à la candidature et c'est toujours très bien vu par la DGA de savoir que derrière, il y a des clusters qui suivent et qui s'intéressent au sujet. Donc ensuite, le dépôt des documents est assez simple. Il y a une checklist qui est disponible. On est très très bien accompagné. Il y a toutes les informations disponibles en ligne et fournies par la DGA. Également sur le document de description de projet, on est vraiment accompagné dans ce qui doit être rempli à l'intérieur. Il y a beaucoup d'informations et d'idées potentielles qu'on peut rajouter. Donc c'est vraiment un chemin assez simple à suivre. Et en suivant ce chemin, ça vous permet aussi de rendre un peu plus robuste votre projet sur certaines choses que vous auriez oubliées, une partie de l'état de l'art, une partie de l'état du marché ou les retombées. Voilà, ça vous permet de remplir tout ça. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et quand la DGA vous dit, après le guichet unique, c'est bon, vous pouvez déposer sur le rapide, vous n'avez pas de délai alors j'imagine qu'il y a un délai maximum qui doit être peut-être d'1 an, mais vous pouvez le mettre 2 semaines après, ou 1 mois après, ou 6 mois après. Voilà, il n'y a pas de délai à ce moment-là. Donc, suite au dépôt de vos documents rapides, donc c'est beaucoup de technique et un peu d'administratif. Nous, en tout cas, ça a été 3 à 5 mois d'attente. J'ai tout à l'heure évoqué 4 semaines. Nous, ça a toujours été plus long, plus quelques mois, on va dire. Après, voilà, ça dépend des comités de sélection, ça dépend de l'urgence de certains sujets en interne à la DGA, ça dépend de la période de l'année. Donc, en tout cas, ne pas s'inquiéter si ça dure plus longtemps que ce qui est écrit sur le site de la DGA et du rapide. Donc là, soit vous êtes refusé, soit vous êtes accepté. Donc le refus, entre guillemets, est rare parce qu'il y a déjà le filtre du guichet unique. Donc si vous êtes accepté, donc niveau technique, l'intérêt est validé par la DGA, tout est d'accord. Et il y a encore quelques informations administratives qui sont à donner pour compléter le dossier. Mais à ce niveau-là, normalement, vous êtes 100% sûr, à moins qu'il y ait des gros problèmes financiers que vous n'auriez pas évoqués précédemment. Il n'y a pas de souci pour que le dossier final soit validé par la DGA. Et au moment de la validation, donc, il y a un échange avec la DGA pour définir la date de début et on commence à mettre en place la convention. Ça prend à peu près, je dirais, 2-3 mois. Voilà. Voilà. Juste un exemple de répartition de work package. Donc là, j'ai très peu d'informations, mais dans le cadre d'un de nos projets rapides. Donc nous avons vraiment essayé de séparer les aspects techniques. On a la partie technique A, partie technique B. Étant donné qu'on travaille avec un spécificateur, on prévoit quelques mois au tout début du projet pour s'assurer que les besoins, les interfaces avec le spécificateur sont bonnes, qu'on a bien toutes les datas, que les datas sont viables et sont acceptables par rapport à ce qui est faisable au niveau de la technologie qu'on développe. Donc voilà, ça prend déjà un petit peu de temps pour s'assurer qu'on part sur les bonnes bases. Après, on a les développements techniques. Ici, on a placé quelques jalons. Alors, là, déjà, bien insisté sur le fait que ce ne sont pas des livrables, puisqu'en fait, la DGA n'exige rien de nous, finalement. Si nous lui présentons quelque chose qu'elle juge comme étant intéressant, et donc on développe ça au rythme qu'on souhaite.
Et ces jalons, généralement, ce sont, en fonction de si on est au début, à la fin, c'est plus ou moins technique, des documents techniques, des plans de conception, par exemple, des prototypes, plutôt vers le milieu ou la fin du projet, des rapports d'essai, des données de calcul, voilà, ça peut être beaucoup de choses différentes. Juste un point sur le lot 10, qui est le rapport de la faisabilité industrielle, qui, ça, est spécifiquement demandé dans le document de projet du rapide. C'est globalement les rapports d'avancement, rapport intermédiaire, rapport final. Le rapport final étant obligatoire pour clore et avoir le solde du rapide. Donc un petit détail sur la durée du projet, donc, qui est établi au début quand vous faites votre document de projet. Ça nous est arrivé sur un rapide de pouvoir repousser la fin du projet. On a eu une problématique au niveau d'un fournisseur. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une raison de prolonger le projet, la DGA accepte de prolonger généralement jusqu'à la fin de la date de convention. Et la fin de la date de convention, c'est normalement 1 an après la date de fin des travaux théoriques. Donc on peut rajouter 1 an sur le projet au niveau de la durée. Évidemment, vous pouvez rajouter uniquement de la durée, pas des dépenses supplémentaires. Donc pendant le projet, comment ça se passe? C'est assez semblable à tout projet de R&D. Hein. On a la réunion de lancement où on convie le maximum de personnes, majoritairement les partenaires du projet, la DGA bien évidemment, et les éventuels spécificateurs. Si vous souhaitez accueillir des sous-traitants ou d'autres personnes intéressées, il faut quand même demander l'accord à la DGA à l'avance, parce qu'il peut y avoir des informations, des données un peu sensibles. Donc toujours faire attention évidemment aux données sensibles et à qui on les distribue. Donc l'avance représente 30% de la subvention totale, pas 30% du coût du projet, 30% de votre subvention. Donc si votre subvention c'est 80%, voilà, c'est 30% de vos 80%. Donc ça dépend des projets. Des fois ça a été assez rapide, des fois ça a mis 4 mois avant le début du projet pour avoir l'avance. Mais globalement c'est assez rapide. Donc ensuite, tous les 6 mois, on a des réunions d'avancement, un peu comme la réunion de lancement. On convie tout le monde pour présenter les avancées techniques et pour discuter des choses qui sont faites, qui ont été faites, qui devraient être faites, qui devraient être modifiées. Et je vais un petit peu insister sur ce point-là. C'est très bien, en tout cas, de faire des réunions en physique avec la DGA, parce qu'il y a beaucoup de choses que la DGA ne veut pas dévoiler, et elle dévoile très peu de choses, mais le fait de discuter avec eux au restaurant, ça permet d'élargir le champ des possibles, on va dire. Ça permet d'élargir un petit peu l'application de votre technologie. Peut-être qu'il y a des cas d'usage dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, parce que ce sont des problématiques défense un peu inconnues. Et avec ces échanges-là que vous allez avoir, risque d'être parfois plus constructif que la réunion, où finalement vous pouvez développer un peu plus les suites de votre projet. Ouais, ils sont vraiment là dans une logique d'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnement, oui, ouais. bien sûr. Et de développer votre société, en tout cas. Voilà, ils sont vraiment pas dans le jugement pour dire c'est bien, c'est pas bien. Évidemment, si vous ne travaillez pas pendant 6 mois, ils vont vous le dire, mais leur but, c'est de vous accompagner tout le long du projet. Donc nous, c'est dans un consortium. Donc dans un consortium, voilà, il y a la hiérarchie du chef de file, du coordinateur, qui est l'interlocuteur principal avec la DGA sur les aspects techniques, financiers. Donc ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. L'autonomie est assez importante de la part des partenaires du consortium vis-à-vis de la DGA, puisque nous proposons une évolution technologique à la DGA. Ce n'est pas la DGA qui nous demande de travailler sur quelque chose. Donc c'est nous qui évoluons au rythme défini par le document descriptif du projet. Quand on a un projet de R&D longue durée, on a tendance à vouloir le mettre sur LinkedIn, faire des documents de partout dès qu'il y a la moindre réunion. C'est vrai qu'à la DGA, c'est mieux de limiter ces informations-là. Évidemment, on peut mettre sur LinkedIn début du projet rapide, voilà, mais au niveau des photos, faire attention aux informations sensibles, forcément éviter, à moins d'avoir leur accord, de mettre en photo les personnes de la DGA. Et si vous avez le moindre doute sur la moindre information, sur la moindre communication, demandez à la DGA. Je crois même qu'il y a une adresse mail maintenant qui est spécifique sur les aspects communication pour avoir leur accord. Voilà. Ne pas hésiter à demander de l'aide, vraiment ils sont là pour aider. Nous, typiquement, on a un projet actuel où on doit faire des essais spécifiques dans un centre d'essai de la DGA, et ils ont proposé voilà, de faire l'interface avec le centre d'essai et de nous accompagner, de nous aider
pour échanger avec eux. Surtout en fin de projet, la DGA encourage en tout cas les démonstrations. Donc c'est forcément plus simple sur des technologies tangibles, on va dire. Mais voilà, ce qu'ils souhaitent, ils nous en parlent maintenant dès le début du projet, c'est de prévoir à la fin, au milieu ou à la fin, des démonstrations de prototypes chez le spécificateur, si vous avez un spécificateur, ou en environnement réel le plus représentatif, donc qui permet de justifier un niveau de TRL important. Donc ensuite, si le projet se déroule bien, normalement, vous arrivez à la fin du projet, vous avez votre réunion de clôture, pareil, partenaire DGA, spécificateur et toutes les personnes intéressées. L'administratif pour clore le projet n'est pas trop complexe. Il faut faire la fiche de clôture, une annexe financière et le rapport final donc, qui reprend toute la technique que vous avez développée pendant les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans du projet. Au niveau de la réception du solde, nous, en tout cas, sur notre expérience, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Je pense que c'était 8 ou 9 mois après la fin du projet et après la demande de solde. Alors, évidemment, c'est très dépendant de la période actuelle que vit la DGA. Donc, peut-être que pour d'autres personnes, ça peut être réglé en 2 ou 3 mois. Toujours est-il que ce solde, c'est au moins 20% du montant. Donc, c'est-à-dire que vous avez les 30% de l'avance initiale, 50% à demander pendant le projet en fonction de vos évolutions, ponctuellement, et 20% à la fin. Le mieux, c'est tout de même de demander pendant le projet, d'assurer que vous avez demandé 80% de la subvention globale, étant donné que les 8, 9, 10 mois à attendre peuvent être un peu compliqués pour certaines PME, certaines TPE, certaines startups. Donc, à avoir en tête. Et voilà, c'est le moment, c'est à initier un peu avant la fin du projet, d'échanger avec les DGA sur les éventuelles suites, parce que ça peut s'orienter sur... alors nous, ça se orienter sur d'autres rapides, parce qu'il y a des évolutions de la technologie à réaliser, ça peut s'orienter sur un autre rapide, parce que vous allez passer, vous avez évolué de TRL 3 à 5, et vous avez besoin de passer de 5 à 7. Et dans ce cas-là, ça peut repartir sur un rapide. Et en interne, à la DGA, il y a toujours des financements, auxquels je ne suis pas trop coutumier, pas trop familier, mais des financements spécifiques en fonction de l'intérêt de la technologie, qui peut mener à soit des achats, soit des financements divers et variés avec des montants, pareil, des montants peut-être plus importants sur certaines technologies. Donc voilà, sur le point de vue global du rapide, à mes yeux, c'est que en effet, c'est quelque chose où on est très bien accompagné tout du long. À part sur les aspects paiement du solde, c'est vrai que c'est assez rapide. Il y a beaucoup de financements, financeurs parfois à la BPI, où on est sûr qu'on attend 6-8 mois pour la moindre réponse. Là, on a toujours la réponse. Il y a des adresses mail génériques. On a rarement des adresses mail de personnes spécifiques. On a des adresses mail génériques à la DGA pour tout type de problématiques. Et souvent, elles répondent tout de même assez rapidement s'il y a un problème quand même. Donc on est quand même soutenu tout au long du projet sur ces problématiques-là. Comme disait Nathalie, il y a vraiment un soutien de la DGA. La DGA est vraiment là pour faire avancer et s'assurer qu'on puisse pérenniser la technologie au-delà du projet. Donc c'est vraiment une excellente opportunité. Au-delà, en effet, quand on voit les 70-80% de financement, c'est des choses qui sont assez rares maintenant. Au-delà de ça, il y a quand même une logique de vouloir pérenniser les technologies et les collaborations. Voilà pour moi. Je ne sais pas si Nathalie, tu as d'autres choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, que ce soit Merci pour ce témoignage et cet apport sur le fonctionnement des projets rapides. Effectivement, on va ouvrir la session questions-réponses. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main si vous le souhaitez. Moi, j'ai une première question, Patrice. Tu as parlé tout à l'heure du document Droid de l'AID. Est-ce qu'on a une idée? Le dernier que j'ai trouvé, c'est la dernière édition, elle est de 2023. Est-ce qu'on a une idée de la fréquence de mise à jour de ce document? Ou est-ce qu'il est en lien avec la LPM, avec une durée de 6 ans, par exemple?
Non, il a été. Il me semble que celui de 23 a déjà été amendé. On est plus sur un délai de 6 ans, Frédéric. Okay. Voilà, il est régulièrement amendé. Plus que nouveaux documents. Il y a quand même eu un contexte actuel qui a fait que les aspects stratégiques, les orientations technologiques ont fortement évolué sur les 3-4 dernières années. Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde dès qu'on allume la télé, mais voilà, le sujet de la dronification, de la lutte anti-drone, sont devenus des sujets stratégiques majeurs et qui font que les orientations stratégiques en termes de défense évoluent au quotidien en ce moment. Très bien. On vous partagera naturellement les éléments présentés et on vous mettra un lien vers le document Android et où se tenir à jour pour avoir ces éléments-là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, tous les micros sont fermés. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question. Christophe? Oui, moi je voudrais rajouter deux petites choses dans l'expérience d'Avenir Engineering. La première, c'est on en a déposé d'autres, des rapides quand même, sur lesquels on n'a pas été retenu. Et l'argument principal de la DGA quand ils ne retiennent pas, qui est assez simple pour eux, c'est la dualité. Ce n'est pas assez dual, soit du côté militaire, soit du côté civil. Donc c'est un argument à travailler assez fortement au départ parce que au moment du guichet unique, s'ils ont un autre problème dans le consortium, dans les partenaires, dans quelque chose qui sera analysé après, ils utilisent quelquefois, je pense, la dualité. Donc, il faut vraiment travailler cet argument pour passer au moins ce critère. C'est vraiment le critère qui nous a fait plusieurs fois ne pas avoir les rapides qu'on avait posés. Ils nous ont dit ça, c'est pas assez dual. Et donc, à partir de là, ça bloque le système. Donc, ça, c'est important à travailler correctement, la dualité. Et puis, j'avais une question pour Patrice. Est-ce que c'est juste complètement en dehors, c'est les coûts marginaux des universitaires, ça représente quoi exactement? En fait, les coûts marginaux, c'est les universitaires, finalement, les salaires des chercheurs sont pris en compte, finalement, naturellement par l'État. Les coûts marginaux sont d'autres types d'investissements, équipements, par exemple. D'accord, c'est tous les autres coûts sauf les salaires. Voilà, en résumé. Encore une fois, il y a aussi une différenciation, et ça dans les aspects financiers, entre laboratoire public et établissement de recherche avec un aspect public. Il y a une différenciation là également, où là, les coûts rentrant dans l'assiette sont différents. Voilà. Éligibles, hein, j'entends. Oui, très bien. Non, c'était juste vraiment pour être sûr ça. Ça peut être aussi, Christophe, un postdoc qui est recruté pour le projet, donc il n'est pas financé en public, et ça rentre ça dans. C'est un coût de salaire, mais qui va rentrer dans les coûts marginaux. D'accord, super. Merci. Si je ne dis pas de bêtises, Patrice. Oui, c'est bon. Le salaire payé par le laboratoire, mais qui est pris pas sur les fonds de l'État, qui est pris sur les fonds du labo. D'accord. Merci. C'est tout. Y a-t-il d'autres questions? Je crois que vous avez été clair et pédagogique. Je ne vois pas de main se lever. Ah, Christophe. Dernière chose, le retour sur les financements des deux premiers, payer tout et jusqu'au bout. Voilà, c'est quand même c'est un dispositif qui paye la totalité du montant de la subvention. Ça peut être un peu long des fois, mais ça paye l'ensemble de la subvention qu'on a demandé jusqu'à la fin. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais c'est déjà bien d'avoir le montant total. Et puis, juste une autre chose aussi, Nathalie, tu me diras si je ne me trompe pas, c'est chaque entreprise qui est conventionnée directement avec la DGA, c'est-à-dire que c'est la DGA qui paye chaque entreprise. Elle ne paye pas le porteur de projet qui redonne l'argent. Il y a un lien avec C'est bien ça? Oui. Ouais. Donc, chacun est conventionné. Et puis, c'est rarement des projets au-dessus d'1 million d'euros. Voilà, c'est 1 million, 1,2 million en assiette. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fongibilité entre les lignes de financement des différents partenaires. Chacun est capé à ce qu'il a prévu au départ du projet. Tout à fait. Chacun il argumente il est obligé d'argumenter auprès de la DGA pourquoi il a dépensé ça. Chacun fait son
son argumentaire financier avec la DGA. Ok. Merci Christophe. Il faut que ce soit en cohérence évidemment avec ce qui est décrit techniquement. Alors, il est 11h59, on a dit qu'on allait jusqu'à midi. S'il y a une question, on la prend, mais je crois que vous n'en avez pas forcément. Vous aurez, quoi qu'il en soit, le contact de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à les solliciter en cas de besoin. N'hésitez pas à solliciter le cluster à partir de mardi prochain si vous avez besoin d'un courrier de soutien, d'un cluster labellisé par la DGA. Et puis voilà, on va clôturer ici. Merci encore Patrice, Nathalie et Florian. Merci à tous pour votre présence et votre assistance à ce webinaire et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric, merci tout le monde. Au revoir.